propose d'ouvrir ce grand angle avec une belle histoire, celle de Marcelo Luna. Cet habitant de la ville de Sao Paulo au Brésil était autrefois toxicomane accro à la cocaïne. Aujourd'hui âgé de la trentaine, le surf l'aide à surmonter son addiction. Regardez. Nazaré, station balnéaire portugaise située entre Lisbonne et Porto, son phare emblématique et ses vagues géantes. Ce matin, la houle est au rendez-vous et déjà, dans un hangar du port, Marcelo Luna, surfeur brésilien, se prépare. Car dompter la plus grande vague du monde ne s'improvise pas. Je viens toujours ici avant de surfer afin de pouvoir me déconnecter de mon environnement et me concentrer sur ce que je vais devoir affronter là-bas. Car on ne sait jamais comment ça va se passer. L'histoire de Marcelo, c'est celle d'un miracle. Une enfance difficile dans un quartier pauvre de la ville de São Bernardo, près de São Paulo au Brésil. Issu d'un milieu défavorisé, Marcelinho se met à boire et à fumer dès l'âge de 9 ans. Puis sombre plus encore dans la drogue et la petite délinquance 2 ans plus tard, lorsque son père abandonne la famille. Sa rédemption, il la doit à un ami qui un jour lui fait découvrir le surf. Il m'a mis dans l'eau et m'a emmené au large. Il m'a laissé là avec ma planche, sans liche, sans rien. J'ai passé la pire heure de ma vie. Je ne savais pas si j'allais mourir. Je ne savais même pas nager. Je ne savais rien. J'ai été aidé par un surfeur pour sortir de l'eau. Ce jour a marqué ma vie et c'est là que j'ai décidé que j'allais devenir surfeur et que cela serait toute ma vie. S'il n'y avait pas eu le surf, c'est évident qu'aujourd'hui je ne serais pas vivant. Le surf m'a sorti de la drogue, le surf m'a libéré, le surf m'a donné une raison de vivre. Depuis, son expérience et sa passion, Marcelo a décidé de la mettre au service des plus jeunes, en passant dans les écoles faire de la prévention contre les drogues et l'alcool, via son association Mon Monde, Mon Rêve. Mon objectif avec le surf, c'est que cela soit utile pour transformer des vies en un monde meilleur. Que les enfants puissent voir en moi qu'il existe 2 chemins et que le bon, c'est toujours le meilleur. Le chemin de Marcelo passe désormais par le sillage des vagues de Nazaré. Tiré par un jet ski, c'est sur un véritable mur d'eau de 18 mètres de haut qu'il s'élance, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Et quand les trompes d'eau s'abattent sur lui, il faut des nerfs d'acier et une vivacité à toute épreuve pour s'extirper des montagnes d'écume. Revenu de nulle part, le jeune Brésilien a désormais un but précis, battre le record de la plus grande vague du monde jamais surfée, culminant à 23 mètres de haut. Voilà, il a réussi à s'en sortir grâce au sport avec des belles valeurs sportives. Samuel Calvo, bonjour. Julie, bonjour. Alors d'abord, vous, Samuel, vous vouliez revenir sur un massacre qui a eu lieu dans une prison au Brésil. Oui, et avant de vous expliquer ce qui s'est passé dans cette prison, il faut d'abord comprendre le système carcéral brésilien. Il y avait 608 000 personnes enfermées en 2016. La population carcérale du Brésil est la 4e de la planète après celle des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Avec cette politique d'incarcération de masse, les conditions de détention sont déplorables avec un taux d'occupation qui atteint les 167%, soit 1,67 détenus par place disponible, un chiffre qui s'élève même à 2,59 en Amazonie brésilienne où s'est d'ailleurs produit ce drame où 56 détenus ont été massacrés. Alors on parle de massacre parce que la moitié des victimes ont été décapités, certains corps ont été retrouvés carbonisés, voire démembrés, une violence extrême qui s'explique en partie par l'armement lourd dont disposaient les prisonniers, une situation incompréhensible pour les familles de victimes. Quand vous rentrez dans une prison, on vous fouille, on vous assoit sur une chaise, vous m'entendez? Vous passez sous rayon X, tout passe sous rayon X. Comment des armes ont pu entrer dans la prison? C'est ce que je me demande. Comment ces armes sont rentrées? Quelqu'un les a fait entrer? Qui sont ces personnes? Pourquoi est-ce qu'on m'assoit et on me fouille jusqu'au bord de ma jupe quand je rentre? Alors pourquoi une telle mutinerie s'est produite? Eh bien c'est en fait pour garder le contrôle de la frontière nord du Brésil qui est une porte d'entrée très importante de la cocaïne dans le pays. Ce sont en fait les 2 factions les plus puissantes qui se sont affrontées dans cette prison. Le commando Vermelho a voulu protéger son territoire en massacrant les partisans du premier commando de la capitale qui commençait à grignoter du terrain, un carnage qui n'est
qu'un début si le gouvernement brésilien ne trouve pas rapidement une solution. Un règlement de compte. Donc, et au Mexique, le marché de la drogue tue des milliers de personnes chaque année. On y reviendra avec vous, Julie Ebaud, dans quelques instants. Il y a 2 ans, 43 jeunes étudiants d'un État de l'Ouest sont enlevés par des guérilleros d'un des plus gros cartels de drogue du pays. Aujourd'hui, leurs parents espèrent toujours les revoir un jour. On regarde. 2 ans après leur disparition, cette salle de classe improvisée en campement reste le foyer des parents des 43 étudiants mexicains. Ils étaient fermiers, boulangers ou femmes au foyer, mais ont tout abandonné pour se consacrer à la recherche de leur enfant. Maria Elena Guerrero vit ici depuis que son fils Giovanni a disparu en septembre 2014. Sa fille de 18 ans qui reste à la maison à 4 heures de route d'ici lui manque parfois. Mais Maria Elena dit qu'elle n'abandonnera pas, elle retrouvera Giovanni. Parfois, je ne rentre pas chez moi pendant 2 mois parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors ma fille me dit « Maman, reviens parce que je me sens seule ». Donc j'y vais quelques jours, elle reprend des forces, et moi aussi. Après, elle me dit « Maman, retourne-y, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut que tu te battes pour mon frère. Moi aussi, j'ai besoin de toi, mais mon frère a besoin de nous deux. » Les autorités mexicaines ont conclu que les 43 étudiants avaient été attaqués par des policiers municipaux qui les auraient livrés à un cartel de drogue. Ces narcotrafiquants les auraient confondus avec des membres d'un cartel rival et les auraient tués avant de les incinérer dans une décharge. Mais cette version a été contestée par des experts indépendants. Leur rapport a redonné espoir aux parents qui se serrent les coudes et préfèrent lutter ensemble pour que les autorités retrouvent les disparus. On s'entraide parce qu'on n'a rien d'autre. On est ici ensemble et on ressent la même souffrance, la même douleur. Ce qu'elles endurent, je l'endure aussi. On se sent comme une famille ici. Le cas de ces 43 étudiants est devenu emblématique de la crise des droits de l'homme dont souffre le pays. Aujourd'hui, plus de 28 000 Mexicains sont portés disparus selon le gouvernement. La lutte sans relâche des parents d'Ayotzinapa a encouragé d'autres familles à chercher leurs proches. Mario Vergara a pris la tête d'un groupe appelé Les Autres Disparus et dit avoir retrouvé 150 corps dans des fosses ces 2 dernières années. Pour moi, les héros de cette histoire sont les parents des 43 étudiants. Un membre de notre famille a disparu, mais on ne l'a jamais cherché, par peur, à cause des menaces, pour tout ce qui arrive après une disparition. Eux, ils nous ont appris beaucoup de choses. Ils nous ont appris à nous battre, à chercher ce qui a disparu, ce qui nous a été enlevé. S'ils n'étaient pas là, on serait toujours à la maison, apeurés, sans rien dire. Les autorités judiciaires disent qu'elles vont désormais utiliser une technologie laser pour tenter de repérer des fosses clandestines. Un espoir de plus pour ces familles qui ne cessent de rappeler le souvenir de chacun des étudiants. Alors Julie, 10 ans de guerre pour essayer de faire sombrer ces cartels de la drogue. Et malgré tout, au Mexique, on n'arrête pas de continuer. Et il y a plein de violence. On n'y arrive pas. Oui Valérie, tout à fait. Depuis la déclaration de guerre au cartel de la drogue par le gouvernement Calderón en 2006 et l'arrivée de l'actuel président Enrique Peña Nieto en 2012 qui avait promis un Mexique en paix, le pays plonge dans un cycle de violence sans fin malgré l'augmentation du nombre de militaires dans les rues, environ 68 000 hommes. Le nombre d'homicides a explosé, les chiffres de criminalité au Mexique repartent à la hausse. Entre 2007 et 2011, durant le mandat de Felipe Calderón, les homicides ont plus que doublé, passant de 10 253 à 22 852 cas. Après l'arrivée au pouvoir de Peña Nieto, les homicides ont diminué avant de repartir à la hausse pour s'élever à 17 063 cas en 2016. Alors même si on n'assiste plus aux affrontements ouverts vécus en 2012 ou 2013, eh bien le crime organisé continue de courir sur le territoire. Il est courant de trouver des corps mutilés et torturés tous les jours. Qui sont ces principaux cartels, Julie, qui contrôlent finalement le pays ? Eh bien, parmi les principaux cartels qui contrôlent le pays, on peut citer le cartel de Sinaloa, dont le fief est sur la côte pacifique, aujourd'hui très affaibli depuis la capture d'El Chapo Guzman, le baron de la drogue et le roi de l'évasion qui a été capturé le 9 janvier dernier. Il domine principalement le nord du pays, en rouge sur la carte. Le cartel du Golfe, principalement actif sur la côte est du Golfe du Mexique, en vert sur cette carte. Et puis la Tierra Caliente qui domine aujourd'hui la zone la plus violente du pays, qui est située là, ici en bleu. Alors la volonté
volonté d'attaquer les cartels a eu des conséquences positives, comme l'arrestation de leaders et l'affaiblissement de certains cartels. Malgré tout, elle a aussi pour effet d'éclater ces organisations criminelles en petits groupes qui se battent pour un marché de la drogue de plus en plus lucratif et qui décuple les violences. Ce week-end, le marché de la drogue est un marché très florissant. Il faut parler d'argent aussi, économie. Julie, ça reste très difficile à faire tomber. Oui, malheureusement, cette activité génère une importante manne financière. Une véritable économie parallèle se développe. Selon les estimations, il y aurait environ 468 000 personnes qui travaillent directement pour les cartels de la drogue. Ils sont cultivateurs, passeurs, tueurs ou encore médecins ou avocats. Grâce à eux, les cartels passent aux États-Unis 400 tonnes de cocaïne, assurant un revenu qui oscille entre 25 et 40 milliards de dollars par an. 78% des secteurs de l'économie sont infiltrés par les trafiquants de drogue. La guerre contre la drogue, malheureusement, au Mexique est un conflit permanent et la corruption et le double rôle des fonctionnaires mexicains rendent pratiquement impossible de trouver une issue à la criminalité liée à la drogue. Merci Julie, merci Samuel. En Indonésie, le président Joko Widodo ne lésine pas sur les moyens pour lutter contre un marché de drogue en constante hausse dans son pays. Dans la plus grande nation musulmane de la planète, les trafiquants sont punis de la peine capitale. Plus de détails tout de suite avec Cassandre Bergel. 190 pilules d'ecstasy et 420 kilos de hashish emballés. C'est le nombre de produits stupéfiants incinérés à Jakarta par la police indonésienne. Une cérémonie organisée en présence du président Joko Widodo. Le chef d'État de Manille a déclaré la guerre aux trafiquants de drogue. Il inspecte avec minutie toute la marchandise et place ensuite tous les paquets dans cet incinérateur prévu à l'occasion. Une image forte qui est censée sensibiliser l'opinion sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Insister là-dessus, quand je vois ces saisies, il m'apparaît clairement qu'il faut qu'on relance notre guerre contre la drogue. Et pour cause, l'Indonésie est l'un des pays d'Asie du Sud-Est où la législation anti-drogue est l'une des plus sévères au monde. Les contrevents risquent la peine capitale. C'est le cas d'une dizaine d'entre eux condamnés pour trafic de drogue. Une sanction exemplaire censée protéger les générations futures. Tous les ans, 15 000 jeunes Indonésiens meurent à cause des drogues. Combien de trafiquants ou de dealers meurent chaque année? Selon l'agence de lutte contre les produits stupéfiants, 3 tonnes de hashish, 600 000 pilules d'ecstasy et près d'une tonne de méthamphétamine, utilisées pour son effet dopant et euphorisant, ont été réquisitionnées dans tout le pays en 2007.